Je me disais, je suis content de retrouver Dominique en dépit de la crise sanitaire qui nous a empêchés de travailler ce thème. En réalité, depuis longtemps, on voulait faire quelque chose sur le Liban. Là, un an après la crise sanitaire, nous nous avons retrouvés et je veux vous présenter mon ami Habib Tawa, qui est lui plus au fait de la réalité du Liban, de fait qu'il est d'origine syro-libanais et qu'il connaît bien la réalité. Il va nous parler de ce qui se passe au Liban. Ce matin même, le titre des chaînes de télévision arabes était axé sur le chaos au Liban. Et Habib, c'est un ami de longue date. Il est spécialiste des questions arabes et de Moyen-Orient, particulièrement Syrie-Liban. Je vais lui demander de nous cadrer un petit peu le problème du Liban d'aujourd'hui. Est-ce que c'est le chaos généralisé? Est-ce que le Liban est capable de sortir de ce chaos? Voilà une quantité d'informations dont nous avons besoin. C'est à toi, Habib. Bonjour, déjà merci de me recevoir dans votre jardin, votre si merveilleux jardin, de me permettre d'exprimer des opinions que l'on a beaucoup de difficultés à trouver sur les médias et qui pourtant correspondent à la réalité. Alors pour commencer, je voudrais rappeler plutôt une idée, une phrase qui m'a toujours impressionné d'un jurisconsulte du XVIe siècle, c'est Jean Bodin. Jean Bodin disait « Il n'est de richesse que d'hommes ». Aujourd'hui, le Liban se caractérise par une grande diversité de personnes, une richesse de personnes qui fait sa force et qui aujourd'hui est utilisée pour l'affaiblir, éventuellement pour le détruire. C'est pour ça que quand on parle de chaos au Liban, je dirais désespoir, mais aussi espoir. Dans cette mesure, je voudrais rappeler que le Liban, comme la plupart des pays de la région du Proche-Orient, sont des pays qui sont à l'origine d'une grande partie de la culture universelle. C'est donc des gens qui ont un héritage profond, et cet héritage crée une diversité énorme, parce que le Liban, il est à la fois multiculturel, multicommunautaire et segmenté du fait même de sa géographie, du fait même de son histoire. Aussi, c'est un lieu privilégié pour créer une grande richesse, c'est aussi un lieu malheureusement où l'on peut créer une grande désolation que nous rencontrons aujourd'hui. Alors, que se passe-t-il? Si l'on veut parler d'abord à court terme, je reprendrai le propos de mon ami Dominique. Le Liban est victime d'abord, de façon, disons, médiatique, non pas de l'explosion, mais de la double explosion qui s'est passée à Beyrouth le 4 août dernier. Alors, cette explosion semble provenir simplement de matériel qui aurait été entreposé de façon négligente. Et l'on pourrait revenir là-dessus. Néanmoins, cette crise a permis de mettre à nu, encore plus que jamais, la gravité de la situation que ce pays vit. Or, ce pays est un pays agressé. Le pays est agressé dans les intentions depuis non pas sa création, mais depuis le fameux projet de Ben Gurion en 1954, qui a créé une crise politique en Israël, parce qu'en 1954, il voulait que le Premier ministre Sharet achète un officier dans l'armée libanaise et casse le pays, déjà en 1954. Cela a été suivi d'une suite d'agressions israéliennes contre le Liban. En particulier, il y a eu l'affaire de l'aéroport de Beyrouth où, sous les prétextes les plus légers, l'armée israélienne était descendue en 1968, a fait sauter 13 avions de la compagnie aérienne libanaise, histoire de frapper le pays, qui avait provoqué une crise entre De Gaulle et Israël.
Et j'en passe et des meilleurs, la guerre civile, les interventions israéliennes au sud Liban, etc. Le tout se terminant en 2000 par l'évacuation sous la pression du Hezbollah du sud Liban par les Israéliens de façon rapide et brutale. En conséquence de cette évacuation rapide et brutale, et ce n'est pas le fruit du hasard, Israël souhaitait qu'à l'occasion du retour en force de ces forces de la résistance, se créent au sud Liban des massacres qui amorceraient une guerre civile au Liban. Manque de chance, le Hezbollah a collaboré avec les Druzes, avec l'armée libanaise, et il n'y a pas eu de massacre. Coup de bol, le Liban s'en est sorti. En 2006, beaucoup plus grave, le Liban est attaqué en force par l'armée israélienne qui rentre, qui pénètre, qui déstabilise du moins les infrastructures du pays et qui prend pour la première fois une claque. Je ne dis pas que le pays n'ait pas été démoli par l'attaque, néanmoins, le pays a résisté dans sa grande unité. La plus grande partie de sa population a résisté à cette attaque. Et les Israéliens ont fait plusieurs manœuvres à la fin d'une guerre qu'ils ne pouvaient pas gagner pour faire éclater le pays. Ils n'ont pas pu. Et l'état-major israélien a déclaré « Nous reviendrons dans 2 ans pour finir le travail ». Néanmoins, pendant cette guerre de 2006, nous voyons là poindre le bout du nez des Américains avec la fameuse déclaration de Condoleezza Rice. Ce que nous voyons, c'est les douleurs de l'enfantement du nouveau Moyen-Orient. Là était l'intervention des États-Unis qui veulent créer à partir d'un chaos constructif ou destructif selon les auteurs, créer un nouveau Moyen-Orient, c'est-à-dire balayer les structures existantes pour amener quelque chose qui aiderait Israël à devenir une puissance expansionniste dans la région. Ce coup a échoué et là nous nous retrouvons de nouveau avec une autre attaque, avec un autre angle d'incidence où à partir d'octobre 2019, à la fois les hommes de Soros mettent le désordre dans la rue au Liban sous des prétextes très légers, comme par exemple l'augmentation d'un cent des prix des communications téléphoniques, et en même temps la suspension de tous les avoirs des comptes de tous les Libanais dans le pays, les gros comme les petits. Mis à part quelques escrocs qui ont réussi à faire sortir leur argent, l'essentiel des Libanais s'est trouvé avec des comptes bloqués. C'est-à-dire, c'est comme si aujourd'hui, on vous disait, vous ne pouvez plus retirer d'argent de la banque en France. Ou des sommes modiques, 100, 200 euros, 300 euros, vivez avec, débrouillez-vous avec. Résultat de cette situation, à laquelle le directeur de la Banque centrale, Riyad Salamé, a collaboré, résultat de cette situation, aujourd'hui, la moitié de la population vit en dessous du seuil de la pauvreté dans le pays et cela va crescendo parce que parallèlement à cette action, la livre a dégringolé. Elle est passée de 1500 livres pour $1 à 3000, 4000, 4500 et aujourd'hui, on parle de $15 000 la livre, c'est-à-dire de ramener 1 euro à 10 centimes. Voilà ce dont il s'agit. Donc il y a un état de misère, de désolation et surtout la population a perdu à la fois l'espoir et le sentiment d'une résistance. Alors face à cette situation, le pays a-t-il capitulé? Je vais donner un autre détail pour quelque temps plus tard, donc comme je l'ai dit, le 4 août 2020, la double explosion a eu lieu dans le port de Beyrouth. Elle a été précédée 11 jours plus tôt par la visite du chef d'état-major américain, le général Mark Milley, dans l'État d'Israël, où il a rencontré le Premier ministre, le chef d'état-major, des militaires, et il a dit « Nous allons régler les problèmes qui existent dans le nord du pays ». Le nord du pays, c'est le Liban. 11 jours après, la bombe, parce qu'il s'agit d'une bombe, ça a été dit par l'ancien ministre de l'Intérieur, Nouhad Machnou, par d'autres députés, il s'agit d'une bombe atomique tactique. La bombe qui a éclaté à Beyrouth, c'est une bombe atomique tactique, parce qu'il a eu une double explosion, comme le montrent tous les films, toutes les vidéos. Alors, ce qui s'est passé lors de l'explosion dans l'aéroport, au port de Beyrouth,
immédiatement, ça a donné lieu à de quantités d'interprétations. La population locale, ainsi que de membres du gouvernement libanais, sur le moment, ils ont dit c'est une double explosion, car il y a une explosion due à un incendie de matériel classique, et puis 12e explosion qui a donné lieu à cette fumée spécifique au nucléaire. Et puis, le lendemain, cette information est disparue de l'écran de télévision. On n'a plus répété ces propos. Par contre, on a demandé à des journalistes spécialistes de genre de donner une explication. L'une des explications faites par un journaliste palestinien, elle disait qu'effectivement, il y avait de matériel nucléaire dans le port, mais ce matériel nucléaire appartenait aux Émirats arabes qui l'avaient acheté pour le donner à l'armée de libération de la Syrie. Et que ça compliquait la tâche, puisque la situation en Syrie est... L'armée syrienne libre. L'armée syrienne libre. Les djihadistes. Les djihadistes. Voilà. Que c'était destiné aux djihadistes prépayés en Turquie. Et là, les Émirats arabes, ils ont payé ce matériel. Et qu'avec la défaite d'al-Baghdadi et de Daesh, le transport de matériel était impossible, c'est resté là-bas. Et il a donné de quantités de détails pour nous faire comprendre, en tout cas, si vous pensez à un acteur, si vous pensez aux États-Unis ou en Israël, ils ne sont pas dans le coup, ça peut être les djihadistes, ça c'est une explication. Deuxième chose, c'est que la question d'une explosion nucléaire, c'est vrai, ça frappe l'imagination des auditeurs français. Ils pensent que c'est impossible, c'est de la folie, c'est de fantasme, c'est de complotisme. Moi, je sais très bien, lors de l'attaque de l'Irak, en 2003, George Bush, fils, avait réuni l'état-major américain à Incirlik, une base militaire américaine en Turquie, à qui il avait donné de matériel nucléaire, en disant on va attaquer Saddam Hussein, si ça ne marche pas, vous avez une réserve d'armes nucléaires, vous me détruisez une ville. Et en fait, l'objectif de matériel nucléaire, ce n'est plus comme avant. Maintenant, on fabrique des matériaux, il suffit de détruire 200 000 personnes ou détruire une petite ville, et puis on gagne la guerre. Alors, ma question... C'est-à-dire, il n'y a pas y compris les effets de radiation, les choses Non, comme ça. C'est un effet destructeur de souffle, quasiment absolument. de bombe classique. Oui. Ils à puissance. ça tactique et ça correspond à ce qu'ils appellent sans doute les frappes. C'est dans la logique des soi-disant frappes chirurgicales. Absolument. Et ça ne laisse pas les traces, y compris de radiation, non. qu'il y a communément. On détruit. En fait, il y avait autrefois dans ce qui n'est pas autrefois. du nucléaire, autre que tactique. Il est illogique de continuer à croire que lorsqu'on parle de bombe atomique, c'est la première bombe utilisée contre le Japon. Ce n'est plus ça. Comme la technologie a évolué, on peut faire de l'atomique propre, Voilà. limité. Ce que nos bellicistes vont appeler de l'atomique propre, de la bombe tactique, qui va simplement détruire, mais de manière chirurgicale, comme ils disent, qui va détruire chirurgicalement non pas tant des populations que des objectifs qui ne sont pas particulièrement militaires d'ailleurs, mais c'est de la destruction et non pas de l'anéantissement des populations. Absolument. Alors, je constatais que depuis cet événement, personne n'en parle. Alors, puisque tu as évoqué ça, Habib, peut-être il faut essayer de nous donner quelques éléments de conviction pour qu'on puisse apprendre le discours
commun de secours crédible. Merci de me rendre la parole. Effectivement, une bombe atomique, ce n'est pas une plaisanterie. Ceci étant, depuis 1945, on a eu le temps de développer un tas de bombes atomiques que l'on qualifie de propres parce que ce sont des bombes atomiques tactiques qui permettent, quand on frappe l'ennemi, de pouvoir occuper le terrain. Il n'est pas raisonnable de penser qu'une armée avance et soit elle-même frappée de radioactivité. D'autre part, il ne serait pas normal qu'on fasse une bombe avec des retombées nucléaires parce qu'avec le vent, ça pourrait arriver en Israël. Ça aussi, il était hors de question. Donc pour ces deux raisons-là, on ne pouvait utiliser qu'une bombe nucléaire tactique. C'est ce qu'on appelle les bombes nucléaires tactiques. Deuxièmement, ces bombes nucléaires tactiques ont été miniaturisées, comme a dit Sobhi, et elles peuvent peser au maximum 40 ou 50 kilos. C'est-à-dire qu'elles sont faciles à transporter et à mettre. Troisièmement, l'explosion qui a eu lieu, quand on lit la presse libanaise jusqu'à aujourd'hui, on parle toujours de la double explosion de Beyrouth. La première explosion, c'est l'explosion théoriquement de 1750 tonnes d'ammonitrate. Or, il se fait que une enquête du FBI a révélé il y a de ça 1 mois et demi que la quantité qui a explosé était uniquement de moins de 450 tonnes, c'est-à-dire exactement le 5e de la somme qui était entreposée depuis 6 ans. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu beaucoup de vols qui se sont produits dans le port et qui fait que donc l'explosion qui a eu lieu ne pouvait pas avoir la puissance qu'elle avait. Troisièmement plutôt, on a vu 2 explosions. La première explosion était une explosion classique qui faisait un bruit épouvantable et puis on voyait un nuage, on voit dans les vidéos jusqu'à maintenant, qui voletait doucement dans le ciel. C'est tout à fait la marque de l'explosion avec l'incendie, etc. Avec une onde de choc énorme. Une grande onde de choc. Mais la seconde onde de choc, il y a une énorme boule blanche. Après l'énorme boule blanche, sort de la boule blanche une colonne de nuages que le vent ne touche en rien parce qu'elle est trop puissante et qui monte jusqu'au ciel avec les champignons. Donc ça, c'est du point de vue technique. Un autre point de vue technique, c'est ce que j'ai dit, c'est l'importance du trou qui a été fait par l'explosion dans le port. Le trou faisait 37 mètres. On pouvait le trouver partout dans la presse. Or, l'explosion de l'ammonitrate, même s'il s'agissait de 1750, d'après les spécialistes, ne pouvait pas dépasser 25 mètres de profondeur. Ça, c'est un second élément. Troisième élément, la plupart des ambassades sur place ont fait des prélèvements pour savoir ce qui se passait. C'est pas par hasard non plus. Enfin, les gens qui sont là-bas, comme j'ai parlé de Machnou, qui était ancien ministre de l'Intérieur, et aussi Najah Wakim, ont parlé d'un attentat israélien. Ce sont des gens qui sont dans le camp opposé au Hezbollah. Donc il y a une opinion unanime dans le pays pour dire que c'est ça. C'est les gens qui étaient sur place qui ont vu ça. Puis vient d'apparaître ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire cette masse, ce kilo et demi, 1 kilo 450 grammes d'uranium très pur qui a été trouvé à Zaharani. On ne sait pas pourquoi. C'est un message que le gouvernement libanais a envoyé pour dire les choses. Enfin, pourquoi est-ce que les autorités libanaises n'ont pas déclaré ouvertement que c'était une bombe nucléaire israélienne ? Parce que s'ils l'avaient déclaré, les dégâts qui étaient couverts pour des raisons d'accident par les assurances dans le port et qui s'élèvent à des centaines de millions de dollars n'auraient pas été couverts parce qu'on ne couvre pas dans les assurances les faits de guerre. Donc aujourd'hui, tant le Hezbollah que les autorités, que les uns, que les autres essayent de dire sans dire. Ensuite, les Israéliens ont intérêt à faire peur et à faire comprendre à leur adversaire ennemi sans qu'on le dise eux-mêmes, parce que ça salirait Israël. Aussi, les médias internationaux ne disent pas, ne laissent pas entendre la chose, en dépit des images qui sont accablantes, qui sont visibles, et que tout le monde a vues, et qui sont incroyables. En particulier, je reviens là-dessus, pour tous ceux qui ont vu des documentaires ou autres sur des explosions nucléaires en test ou autres, lors d'essais successifs, une des choses qui est frappante, c'est l'onde de choc. Et l'onde de choc, ça, sur toutes les images qui ont été rapportées de l'explosion de Beyrouth, c'est une des choses qui est les plus frappantes. Ça a détruit les habitations de 700 000 personnes. Oui, et qui était parfois à une assez grande distance. Oui. Et ça, c'est quand même assez caractéristique. J'ai un cousin qui habite de l'autre côté de la colline, donc qui en principe n'aurait pas été touché.
toutes les vitres de sa maison ont éclaté. Donc la l'onde de choc était très puissante. Ensuite, il faut voir que il a été dit que l'importance de l'explosion vient en troisième lieu après celle de Hiroshima et de Nagasaki, tout en disant que c'était évidemment de l'ammonitrate. Mais comme je viens de le dire, l'ammonitrate n'existait pas dans les quantités concernées. Alors comment on sait indépendamment du fait que donc les effets de destruction du sol et le trou qui a été fait dans le port ne correspondaient pas d'après les calculs scientifiques, je rappelle que tu es toi-même scientifique et mathématicien, que donc les calculs ne corroboraient pas ce qu'on constatait comme effet de l'explosion. En dehors de ça, qu'est-ce qui permet de penser que effectivement une bonne partie de cette substance ammonitrate qui était entreposée là pour des raisons assez obscures puisque d'innombrables hypothèses ont été mises et aurait été tout simplement volée. D'abord parce qu'entre autres on a trouvé après l'explosion certaines tonnes d'ammonitrate qui étaient à l'entrée du port. Donc on en sortait progressivement. Maintenant, il y a une thèse qui dit que les ammonitrates avaient été apportés pour aller en Syrie, comme il a dit. Les ammonitrates, je dis bien, pas le nucléaire. Et donc, ça, c'est une chose. Et ce qui est important à voir dans cette histoire d'ammonitrate, c'est l'enquête du FBI. Une fois de plus, les Américains se tirent dans les pieds. De la même façon que les Américains ont dit qu'il n'y avait pas d'armes de destruction massive en Irak, là, ils reconnaissent... reconnaître qu'il n'y en avait pas. Oui, et là, ils reconnaissent qu'il n'y avait pas 1750 tonnes qui avaient été débarquées en 2013 et qu'il n'y avait moins que 450, 5 fois moins. Je parle du poids qui restait dans le port. Oui, mais je pense qu'on risque d'attendre longtemps de voir un Colin Powell ou équivalent à la tribune de l'ONU reconnaître reconnaître qu'à la tribune de l'ONU, il avait raconté un énorme bobard que tout le monde avait consciencieusement gobé néanmoins. Absolument. Oui. Mais j'ai sorti la déclaration de Trump qui, juste après l'explosion, a dit « Mes généraux m'ont dit qu'il s'agit d'un attentat ». Il l'a dit. On ne peut pas l'enlever, il est président des États-Unis et il a dit mes généraux m'ont dit. Ça, c'est une chose, sans compter les politiciens à l'intérieur du Liban, sans compter l'opinion unanime de la population, l'importance du choc. Et bon, on peut évidemment douter de ça. Oui, mais dans ce cas. Oui, excusez-moi, mais quand Trump dit qu'il s'agit d'un attentat, évidemment, il suggère au public que le coupable n'est certainement pas celui auquel les Libanais attribuent l'origine de l'explosion. Il y a un accord. J'ai dit tout à l'heure qu'il y avait eu le 24 juillet, c'est-à-dire 11 jours avant, le chef d'état-major interarmes de toute l'armée américaine qui a débarqué de façon inopinée en Israël, qui a rencontré le Premier ministre, qui a rencontré le chef d'état-major, qui a rencontré les militaires et qui a examiné la situation qui était dangereuse sur ce qu'ils appellent le front nord, c'est-à-dire le Liban. Et ils ont dit qu'ils allaient prendre des dispositions. C'est un point qui est étonnant. Et de la même façon, si l'on sait que le président français est tout à fait de connivence avec ce clan internationaliste et israélien, il est venu 2 jours après pour profiter du choc et de la sidération. Choc and eus, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc il y a une convergence d'éléments. Il n'y a jamais de certitude. Même les armes de destruction massive en Irak, on pourrait dire aussi que c'était pas vrai qu'il y avait des armes de destruction massive. Prouver le contraire. Il n'y a jamais de certitude absolue. Mais il y a de fortes présomptions et même de très fortes présomptions. Si on veut être honnête. Et c'est un facteur très important parce qu'à partir de là, le Hezbollah, qui menaçait de rendre l'appareil à Israël, ne l'a pas fait. Et c'est une démonstration à l'usage que la théorie de la dissuasion nucléaire, mais ça ne relève pas du sujet, n'est pas efficace. Celui qui tape le premier, le second se demande est-ce que je vais rendre l'appareil. Parce que si le Hezbollah avait été tapé des réserves dans le port de Haïfa, il y aurait eu ensuite une réponse israélienne et je pense qu'ils ont eu peur de le faire. Ça, c'est pour moi ma conviction. Il avait toujours dit, Nasrallah, nous avons les moyens de frapper en Israël. Pourquoi ne l'a pas-t-il fait à ce moment-là? Il y a eu une hésitation, ils ont eu peur. Et on peut les comprendre. Parce que les autres, c'est des exaltés. Et ils auraient tapé encore plus fort. Et on peut craindre que
l'uranium qui a été trouvé dans la raffinerie de Zaharani n'ait pas été là pour préparer un second coup que les Libanais auraient, je ne sais pas comment d'ailleurs, déjoué. Il reste donc pas mal de choses à éclaircir, mais grâce à tes commentaires, on comprend un petit peu mieux quels sont les véritables enjeux donc, au Liban, autour et au sens le plus large dans ce qu'on appelle le Moyen-Orient. Quoi qu'il en soit, 2 jours après l'explosion, la presse shock and awe, comme disent les Américains, c'est-à-dire le choc et la sidération, débarque le président Macron au Liban en se permettant de descendre dans la rue en disant les dirigeants du Liban sont des dirigeants actuels, on va les changer et je veux changer de constitution. Rien que ça. Et il donne des limites aux Libanais, il vous faut 1 mois pour faire un nouveau gouvernement. Il donne ce délai d'1 mois, 1 mois après il vient, il n'y a pas de nouveau gouvernement. Le mois d'octobre, il vient de nouveau, il n'y a pas de nouveau gouvernement. Et la 3e fois, il devait venir au mois de décembre. Et évidemment, il a trouvé le moyen d'avoir le corona, c'était très opportun. Il n'est donc pas venu pour prendre un 3e coup de pied. Peut-être qu'il a eu le corona, mais c'est évidemment un concours de circonstances malheureuses pour ce qui le concerne. Je fais juste une brève incise pour te dire que ce que tu as décrit effectivement de l'intervention de celui qui se présente comme le successeur de De Gaulle, comme la plupart des présidents successifs depuis De Gaulle d'ailleurs se présentent, a une conception assez étrange, et on sait d'où elle vient, de ce qu'on appelait du temps de Gaulle justement le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Puisque ce droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, ça consiste pour le président français de venir à expliquer à la fois à la population libanaise et à sa classe politique comment elle doit procéder pour refaire une constitution qui convienne aux Occidentaux. Absolument. Donc à partir de là, si on en vient, je ne sais pas, peut-être que Soubry voulait poser une question complémentaire. Oui, c'est très bien. Tu nous as expliqué un petit peu le rôle des Israéliens de façon historique. Mais j'aimerais bien que tu nous expliques également le rôle des autres acteurs régionaux, car le Liban, elle n'est pas seulement la victime des velléités israéliennes, puisque l'Arabie saoudite a joué un rôle pendant de longues années, elle dominait les institutions et le pays. La Syrie a occupé le Liban pendant longtemps. Et l'Iran, aujourd'hui, elle a les mêmes velléités. Dans ta description, il sera important que tu nous expliques quel est le rôle des autres qui essayent, premièrement, de maintenir le Liban dans l'état où il est, ou bien de le faire disparaître. 2e point important, la dite bombe, comme par hasard, a fait sauter le quartier chrétien de Liban. Est-ce que les 700 000 Libanais qui résidaient dans ce quartier, ils ont encore l'avenir pour rester au Liban, ou est-ce que ça fait partie des projets de faire partir cette population? Merci pour ces nombreuses questions auxquelles il ne faut pas que j'oublie de répondre à toutes. Bon, je reprends à l'envers, c'est plus facile. D'abord, actuellement, il existe au Liban 2 forces qui sont coalisées, qui sont le parti du président, qui est le parti qui est dirigé par Jobran Bassil, qui est un parti chrétien majoritairement, et puis il existe le Hezbollah. Il se fait que, comme par hasard, le Hezbollah et Michel Aoun, qui est le président actuel, ont signé un pacte au mois de février 2006, donc 7 ou 8 mois avant l'agression israélienne de 2006. Et dans ce pacte, il était dit qu'il fallait maintenir l'équilibre des communautés, même si les problèmes électoraux pouvaient dire autre chose. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'une majorité écrase une minorité. C'est le problème que l'on retrouve partout dans le monde où la démocratie brute conduit à des liquidations pratiquement. Donc cet accord a été signé dans une église, donc avec un chef chiite musulman, qui est l'église de Mar Elias, Saint-Élie. Et cette église est située en face de l'endroit où a eu lieu l'explosion. Donc cette explosion est un signe très fort qui est envoyé. Nous ne voulons pas de vous, nous ne voulons pas de votre accord. Aujourd'hui, le Hezbollah, en accord avec le courant patriotique libre du président Aoun,
tiennent la situation en main et essayent de résister à toutes les tentatives de mettre le pays en coupe réglée. Parce que je reprends ici une déclaration de Shimon Peres qui déclarait en 2006, pendant cette agression contre le Liban, « It's them or us », c'est eux ou nous. Pourquoi donc ? Parce qu'Israël, qui n'a pas la solidité qu'on lui attribue, estime que si quelqu'un lui résiste, c'est une gifle épouvantable. Et c'est pour cette raison qu'ils ont toujours voulu liquider le parti, le Hezbollah et l'alliance qu'il avait, en même temps avec une troisième force dont on n'a pas parlé, qui est l'armée libanaise. Aujourd'hui, les Américains essayent de prendre le contrôle de l'armée libanaise. Je ne sais pas s'ils réussiront, j'espère que non. Mais cette triple force qui a appelé les autres à se joindre à elle voudrait la sauvegarde du Liban. Pour les Israéliens, il s'agit de faire éclater le pays de la même façon qu'ils essayent actuellement de faire éclater la Syrie. Parce que le projet en Syrie est très clair. Juste une question subsidiaire. L'armée libanaise, à l'instar de l'armée syrienne, est multiconfessionnelle ? Absolument. Voilà, c'était juste une précision qu'il est bon d'apporter. Oui, oui, oui. Et le pays, en plus, comme j'ai dit, qu'il était multiconfessionnel, multiculturel et segmenté. Il y a quand même des clans, y compris qui Mais se c'est pour ça que j'ai dit le politique, troisième point, segmenté. Le pays est segmenté. On peut dire des clans, on peut dire des tribus, on peut dire des religions. Tout ça, c'est la difficulté et c'est la richesse du pays. C'est ce que j'ai dit. Cette richesse peut jouer contre ou pour le pays. Actuellement, on l'a fait jouer contre. Et il y a en face de ça des agents des États-Unis, des agents de l'Arabie Saoudite, comme a dit mon ami Sobhi. Et puis il y a l'Iran qui, évidemment, avec la Russie et la Chine, soutiennent le clan qui est dirigé par le Hezbollah en même temps que le courant patriotique libre, avec en sous-main toujours l'armée libanaise. On en parle très peu, mais l'armée libanaise a survécu à la guerre civile de 2015 et continue à essayer de maintenir une idée du pays. Donc c'est le genre de force qui plie mais ne cède pas. Donc aujourd'hui, ces gens sont en train de faire une forte résistance à la proposition française. Quelle était la proposition française ? Parce qu'il faut en venir là pour comprendre où on va. Les Français voudraient en fait introduire le FMI et la Banque mondiale pour vendre les plus grands morceaux de l'économie libanaise au prétexte de payer les dettes du pays. Lesquelles dettes ont été organisées, renforcées, développées par le pouvoir des trois premiers ministres précédents qui s'en sont mis plein les poches, Mikati, Signora et Hariri que l'on propose comme Premier ministre. Donc on demande... Sans parler du précédent Hariri. Oui, le président du Conseil nommé, mais qui n'est pas en poste encore. Celui que l'on veut imposer. Le précédent qui était le grand copain de Chirac. C'est le fils Là, maintenant, c'est le fils. Mais il faut rappeler que le père a été assassiné. Voilà, celui-là, c'est le fils de la femme de Hariri. Théoriquement, c'est le fils de Hariri. C'est probablement le fils d'un ancien roi d'Arabie Saoudite. Mais ça, c'est une question beaucoup plus compliquée. Ça ne nous regarde pas, comme dirait l'autre. Mais enfin, pour en revenir donc aux clans politiques, tous plus ou moins corrompus d'une manière ou d'une autre. Absolument. Pas plus d'ailleurs aujourd'hui qu'ils ne l'étaient dans le passé. C'était même à bien des égards encore pire. Mais qui aujourd'hui, malgré tout, représentent à peu près ce qui reste de la nation libanaise. Voilà, exactement. Exactement. Et donc la résistance qui se passe, c'est pour s'opposer à ces mesures. Parce qu'il y a un autre point aussi qui va dans la ligne de ce que disait mon ami Sobhi. Pourquoi est-ce que, par exemple, le Liban ne se tournerait pas vers la Chine, qui propose 12 milliards de dollars de crédit ? Pourquoi il ne se tourne pas vers la Russie ? Pourquoi il ne se tourne pas vers l'Iran, qui sont des pays disposés à l'aider ? Parce qu'il existe dans les milieux politiques une force minoritaire, mais très dangereuse, très puissante, qui refuse que l'on ne se tourne pas uniquement vers les Occidentaux. Parce qu'ils trouvent leur beurre dans les pays du Golfe, parce qu'ils ont de vieilles associations, et que, en dépit de la proposition, par exemple, de Nasrallah, le chef du Hezbollah, qui a dit « Si vous voulez, regardez du côté de l'Occident, mais laissez-nous aussi regarder du côté des autres pays en Orient. » Ils ne veulent pas entendre parler de ça. Ce qui fait qu'aujourd'hui, par exemple, l'armement de l'armée libanaise n'est autorisé que par les Américains. Et les Américains ne donnent que des armes qui ne peuvent pas être dangereuses,
qui ne peuvent pas menacer Israël. Donc moi, ce que je crains à terme, c'est que dans le projet, il s'agira de décomposer le Liban. Pourquoi? Pour une raison très simple, que c'est le seul pays qui ait véritablement résisté à Israël dans les dernières guerres qui ont eu lieu. Quand on regarde les guerres précédentes, il y a eu souvent des arrangements où on a acheté l'état-major des armées. Et là, le Hezbollah n'a pas été acheté en 2006. Et malheureusement, c'est le cas de dire, 2000 pouilleux ont résisté à l'armée qui se voulait la plus puissante du Proche-Orient. Et ça, Israël ne peut pas l'accepter. Elle veut détruire le Hezbollah. Et c'est ce qui explique quelque chose qui est très facile à comprendre. Pourquoi, jusqu'à la guerre civile, Bachar el-Assad a été reçu comme un héros en France, y compris par Sarkozy. Et puis d'un coup, il est devenu un méchant. Pour une raison très simple, on lui a dit « lâchez le Hezbollah et nous vous ferons un pont en or, vous continuerez comme un brave ». Et il a refusé de jeter cette carte. D'un coup, ce qui est blanc est devenu noir et on a voulu faire du Hezbollah le démon, et on en avait fait déjà le démon, et surtout on s'est attaqué à ce moment à la Syrie. Donc il y a un rapport étroit entre la guerre en Syrie et la guerre au Liban, et j'ajouterai un point, une déclaration récente en automne dernier dans une exposition à Damas, le président Bachar el-Assad a dit « Les difficultés financières que nous, Syriens, avons ne sont pas liées à la loi César votée aux États-Unis contre la Syrie, mais sont liées en fait à la faillite des banques libanaises. À la faillite des banques libanaises. Je précise pour nos auditeurs, la loi César, c'est les sanctions économiques, comme on dit, c'est-à-dire en fait le blocus et consistant à essayer d'affamer le peuple syrien, voilà. La Syrie. Et donc la Syrie contournait ça à travers les banques libanaises. On a donc attaqué les banques libanaises. Pour cette raison, donc les deux destins sont aujourd'hui solidaires. Pour revenir juste, évidemment ça c'est très important ce que tu viens de dire, mais il y a un point pour les jeunes générations qui n'ont aucun souvenir et évidemment on leur a pas transmis, c'est la guerre entre Israël et le Liban et concrètement entre le Hezbollah et Israël à la frontière libanaise, qui a été vécue exactement comme tu le dis par, je crois, à peu près toutes les clans, toutes les culture libanaise, puisque j'ai eu à l'époque des témoignages extrêmement nombreux, et notamment de gens qui n'avaient absolument rien à voir avec le Hezbollah, et qui étaient même a priori assez hostiles au Hezbollah, et qui ont tous bien compris que pour la première fois, la preuve avait été faite que Israël ne pouvait ne pas faire la loi et le malheur du Liban. Et des pays avoisinants. Et des pays avoisinants, et autres témoignages indépendants de tout ce qu'on peut dire du Hezbollah, y compris de la corruption des uns comme des autres, c'est qu'à l'époque, le Hezbollah, qui a sauvé même des gens dans la montagne du Chouf, qui m'en ont parlé, etc., qui habitaient par là-bas, on dit, au moins, eux, ils nous ont jamais rien demandé en échange. Par-dessus le marché. Ce qui va un peu dans le sens de ce que tu disais. Donc là-dessus, je te repasse la parole. Je suis tout à fait d'accord avec tes propos, et c'est ça qui rend la situation dramatique. C'est que pour les Israéliens, il faut qu'un État soit un État monoculturel, ou du moins avec une dominante monoculturelle. Israël, aujourd'hui, après ce qu'avait dit Netanyahou, ça se veut l'État des Juifs. Et il voudrait qu'au Liban, il y ait une seule culture. Alors que même en Syrie, quoi qu'on pense de la justesse du combat de Bachar el-Assad, il a été obligé de dire qu'il était sunnite, alors que tout le monde sait qu'il est Nusayri. C'est-à-dire que les limites du laïcisme syrien existent aussi. Mais c'est un moindre mal que son père a réussi à entériner. Donc, ce qui est propre au Liban, c'est que quelle que soit la communauté dont on est, dans la mesure qu'aucune communauté n'est véritablement majoritaire, elles sont obligées de s'équilibrer et tout le monde vit en bonne entente avec des crises régulières, ce qui est indiscutable. Mais néanmoins, c'est un pays pour tous. Ce n'est pas un pays où les autres sont exclus. C'était. Non, actuellement, ce n'est pas un pays où les gens sont exclus. Actuellement. Il n'y a pas quelqu'un qui vous dira « tu n'es pas un Libanais parce que tu es un druze, tu es un chrétien, tu es un chiite ou tu es n'importe quoi ». Jusqu'à il y a encore, quand j'étais jeune, les sunnites musulmans qualifiaient les chiites de métoilés. C'était des gens de second rang. Mais c'était des musulmans aussi. Et les druzes, on disait, on ne sait pas trop s'ils sont juifs, chrétiens, juifs, musulmans, etc. Donc,
c'est un pays qui a eu une sorte de tolérance forcée. Alors qu'en Syrie, il y a, qu'on le veuille ou non, même avec un pouvoir à dominante alawite, il y a un pouvoir qui est majoritairement sunnite et les autres sont tolérés et protégés aujourd'hui. Mais je dis que la particularité du Liban dérange énormément Israël. Deuxièmement, Israël prétend toujours être la seule démocratie au Liban, au Proche-Orient. Quelle que soit la corruption de la démocratie libanaise, elle est démocratique, il y a des élections. Ce n'est pas le cas dans d'autres pays. Jusqu'à ce que Macron vienne leur expliquer que... Et il faut changer de constitution. Il fallait arrêter ça et faire simplement ce qu'on vous dit. Exactement. Alors, ça me ramène également à ma question. Si tu peux un petit peu m'éclairer sur, d'abord, le devenir des chrétiens de Liban, premièrement. Deuxièmement, est-ce que tu ne penses pas que cette cohabitation tolérante et le maintien d'ensemble de démocratie au Liban, ce n'est pas le fait de la présence chrétienne et que la disparition des chrétiens de Liban, peut-être c'est ça que tu appelles faire de pays un pays monoculture, monocommunautaire, mais je ne crois pas que ça répond aux besoins d'Israël, parce qu'aura Israël plus de mal avec un Liban purement chiite qu'un Liban où toutes les communautés coexistent. Premièrement. Deuxièmement... Je peux répondre parce que sinon je vais oublier ce que tu as dit. Alors, première question, première réponse. Oui, alors effectivement, le fait même que cette bombe ait été mise face au quartier chrétien n'est pas le fruit du hasard. Ce n'est pas le fruit du hasard. Et c'est là où les chrétiens et les chiites sont tombés d'accord pour créer un front uni pour protéger l'identité libanaise. Et je sais que dans certains pays, les chiites sont peut-être majoritaires, mais aux chrétiens, même s'ils seraient la majorité simple, je ne dis pas la majorité absolue, ils ont besoin des autres communautés, tant du point de vue de la géographie, que de l'économie, que de la démographie. Donc, il est clair que le problème qu'on peut trouver entre les chiites et les sunnites en Irak n'est pas le même que celui qui existe au Liban. Et à terme, quand on voit l'histoire du Liban, il y a eu, si l'on voit depuis 2 siècles, successivement des communautés qui ont dominé et qui se sont retirées, puis qui ont été dominées par d'autres, etc. Au début du 19e siècle, ce sont les Druzes qui dominaient. Ensuite, les Maronites ont repris le dessus avec la présence française en particulier. Ensuite, les Sunnites, au moment de la guerre civile, ont pris le dessus. Et finalement, aujourd'hui, les chiites reviennent au-dessus. Donc, toutes ces communautés savent dans leur fort intérieur qu'elles ne peuvent pas s'éliminer les unes les autres. Maintenant, pour les Israéliens, il est clair qu'il serait bon d'éliminer les chrétiens du Liban. Pour le faire, l'opération, je suis d'accord avec ce que tu dis, mais elle devrait se faire en 2 étapes. Premièrement, créer un tout petit Liban. Deuxièmement, liquider ce tout petit Liban. C'est impossible de les liquider d'un coup. Maintenant, la bombe a eu un effet terrible dans les effets de quartier chrétien, c'est certain. Une autre... Alors, la deuxième question. Oui. Ma deuxième question sur le multiconfessionnel, multiculturel. Israël elle-même, elle est condamnée aujourd'hui de traiter avec le parti musulman intégriste israélien qui vient de passer un accord avec Netanyahou. Donc ils sont condamnés eux-mêmes de traiter avec les musulmans. Mais ce que j'avais dit dans la première interrogation, oui, c'était, je sais que l'abcès pour le Liban, c'est le rôle d'Israël, mais l'Arabie saoudite n'a pas fait de cadeau aux Libanais. La Syrie n'a pas fait de cadeau. Toutes ces puissances locales, ils ont dominé le Liban, tous ils ont devisé sur ce pays. Est-ce que c'est vrai? C'est absolument exact. C'est absolument exact. Je partage cette opinion. Et c'est le problème historique du Liban, c'est que les Libanais ont gardé une mentalité de pays colonisé quelque part, c'est-à-dire il y a toujours un grand frère qui va venir les protéger. Et communautairement, ils se séparent souvent entre des gens qui ont une allégeance d'un côté ou de l'autre. C'est vrai que les Syriens ont été très durs avec le Liban.
avec une idée stupide que le Liban fait partie de la Syrie, mais effectivement, le Liban fait historiquement partie de la Syrie en bonne partie, tout en ayant une forte identité, mais ce n'était pas une raison pour l'écraser. Les Saoudiens aussi ont voulu jouer des cartes au Liban. J'ai oublié de dire que pour les Américains, en septembre dernier, en septembre 2020, il y a une déclaration du sous-secrétaire d'État américain aux affaires étrangères, David Hale, qui dit très clairement, nous avons dépensé 10 milliards de dollars pour le Liban, à peu près 180 ou 150 millions pour l'armée libanaise, tout le reste à ce qu'ils appellent des ONG, c'est-à-dire à acheter du monde. Ce qui prouve que la majorité de ce qui a été mis était pour déstabiliser le pays. Ça, c'est une chose qu'il est important de dire. Et évidemment, les Russes et les Chinois auraient peut-être des visées, mais ils sont très loin. Les Iraniens aimeraient bien avoir un débouché sur la Méditerranée, mais les chiites n'existent quasiment pas, les chiites duodécimains ne sont pas en nombre en Syrie, ils n'existent qu'au Liban. Et pour les chiites libanais, pour survivre, il faut s'allier aux autres. Donc il y a une réalité complexe. Et j'ai parlé souvent de segmentation dans mon propos, parce qu'il y a des clans, il y a des régions, il y a des intérêts. Et même quand on regarde la guerre civile, on prétend que c'était une guerre, par exemple, entre les chrétiens et les musulmans. C'est pas vrai. Parmi les chrétiens, il y avait des gens d'un côté et de l'autre, parmi les musulmans. Et c'est aujourd'hui le cas. Même dans le Parlement libanais, il y a des gens qui ne sont pas avec Hariri. Par exemple, Karam est au nord, etc., etc. Il y a donc une situation beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît. Ce qui compte, c'est qu'il faut comprendre qu'il y a des forces de résistance au Liban. Alors maintenant, si je veux conclure là-dessus, est-ce que le Liban est appelé à disparaître? Et là, je prends de nouveau la réflexion du grand stratège allemand qui au temps de Napoléon, son nom, Clausewitz, oui, qui dit une chose très simple. Il dit: le but de la guerre, c'est de faire céder l'adversaire. Tant que l'adversaire n'a pas cédé, il n'est pas mort. Et aujourd'hui, les autorités libanaises les plus conscientes, les partis les plus conscients n'ont pas cédé. Et je crois ne céderont pas. Donc ça, c'est un facteur d'espoir. Un autre facteur d'espoir, plus technique, plus matériel, c'est d'une part l'immigration libanaise qui a toujours été le soutien du Liban, non seulement financier mais même idéologique. Si je suis là, c'est en tant qu'émigré que je parle. Et pour nous, le devoir, c'est de perpétuer les choses. Et techniquement, sur le terrain, c'est le pétrole. On a trouvé du pétrole au large du Liban. Et avec cet argent, on pourra relancer toute la machine si l'on voulait. Malheureusement, il y a eu un accord pour exploiter le pétrole, en particulier avec la compagnie française du pétrole. Et le président français leur a dit: arrêtez, n'exploitez pas maintenant. Il ne faut pas qu'ils aient de l'argent, il faut qu'on les étrangle. Donc toute l'affaire est montée de toutes pièces. C'est pour ça que je reprends mes propos du début. Le Liban est un pays agressé. Et ce n'est pas seulement un chaos qui vient des défauts des Libanais, c'est un chaos qui a été voulu et dans lequel on a utilisé les défauts des Libanais comme on pourrait utiliser les défauts de n'importe quel pays. Et moi, j'ai espoir que le Liban tiendra le coup. La parole. Vous voulez ajouter quelque chose? Moi, si j'ai quelque chose, je dirais. Oui, vas-y. Non, moi, un commentaire. La situation au Liban, à mes yeux, reflète l'une des étapes de chaos généralisé, organisé par la mondialisation, qui veut détruire des pays, détruire des régions pour pouvoir les reconstruire. Et aucun pays dans cette opération n'est à l'abri. On peut détruire tous les pays, comme on a détruit l'Irak, l'Afghanistan, la Syrie. Et on n'a pas encore détruit la Syrie. Oui, on peut détruire également le Liban. Et on peut détruire l'Iran. Le projet mondialisé consiste que toute cette vieillerie qui appartient aux politiques de passé, il faut la détruire pour reconstruire des pays qui s'accommodent avec la mondialisation. Je suis d'accord avec toi et je serai peut-être en désaccord si tu me dis que le peuple libanais a cédé. J'espère qu'il ne cédera pas.
j'espère pour les chrétiens libanais qui s'accrochent là-bas, qui ne partent pas. Oui. Pas plus que les Syriens n'ont cédé d'ailleurs. Oui, voilà, c'est ce que j'ai dit. Oui, et les Syriens n'ont pas été vaincus encore, ils n'ont pas cédé. Oui, mais le pays est détruit, comme l'Irak est détruit. Non, mais en Irak, il n'y a plus d'État central digne de ce nom. En Syrie, il y a un chef d'État. Voilà. Mais alors au Liban, c'est moins clair. Ah, c'est beaucoup moins clair. Oui, mais à propos de la Syrie, juste un commentaire que je voulais te demander, après je te laisse éventuellement la conclusion, c'est justement l'impact des événements actuels sur, on pourrait qualifier ça d'ensemble syro-libanais. Oui. Parce qu'on ne parle plus beaucoup, sauf ces derniers jours, on nous a ressorti curieusement un soi-disant 10e anniversaire donc, de la guerre en Syrie pour nous raconter un bobard total sur ce qu'a été ce conflit, si tant est d'ailleurs qu'il soit terminé. Vu du Liban, qu'est-ce que tu pourrais nous en dire singulièrement de la situation actuelle? Ce qui est inquiétant, c'est que, qu'on aime ou qu'on n'aime pas Trump, aujourd'hui les gens qui sont arrivés sont beaucoup plus proches des tendances destructrices avec Madame Clinton derrière, des tendances destructrices dans la région. Et donc, il est probable que l'offensive va être encore plus dure au Liban. Elle est déjà en Syrie, on prépare des attaques, etc. Hier, ils ont demandé de faire des couloirs humanitaires, entre guillemets, pour la Syrie, c'est-à-dire ouvrir des endroits par où on va faire passer des armes. C'est clair, ces histoires d'humanitaire. Et on va faire passer des armes depuis la Turquie, pour l'essentiel. Pour la Jordanie aussi, on en parle moins. En Jordanie, on en parle beaucoup moins. Et même au Liban, les Anglais ont mis un réseau de surveillance à la frontière libano-syrienne qui permet éventuellement de faire passer aussi des choses de l'autre côté. Les choses n'ont pas la transparence que l'on imagine. Il y a probablement une recrudescence qui s'annonce. Et cette recrudescence, en même temps, on essaie de la contrer dans l'autre camp, parce qu'on connaît finalement, chacun connaît les tactiques de l'autre. Et pour parler de la France est de nouveau partie prenante pour la destruction de la Syrie. D'où la mobilisation de notre appareil. Voilà, c'est ce que je voulais. Service public de radio et télévisé pour annoncer la couleur des méchants et des gentils. Des gestes forts que nous allons accomplir pour lécher les bottes de l'impérialisme américain. De s'associer, pas seulement de lécher les bottes, de s'associer aussi. S'associer, vu les rapports de force, je pense que ça va consister essentiellement à leur lécher les bottes, ce qu'on fait déjà depuis un moment d'ailleurs. Oui, c'est sûr, mais il faut savoir que dans la mesure, je maintiens la phrase de Clausewitz, dans la mesure où on n'a pas cédé, on n'a pas cédé. Et les équilibres internes de la partie en face peuvent basculer dans d'autres sens. Mais à partir du moment où vous avez capitulé, c'est fini. Vous avez donné toutes vos cartes, vous avez vendu le pays, etc. Ce que n'a pas fait Bachar et ce que ces courants là libanais dont j'ai parlé, les forces, le courant patriotique libre au Liban, avec le Hezbollah, avec l'armée, parce que même si l'armée, ils croient l'avoir subjuguée, c'est pas évident. Et je veux vous donner un nouveau détail dont on parle très peu. Est-ce que j'avais pas l'image? Bon, vas-y, tu peux reprendre. Il y a une nouvelle chose qui vient de se passer au déni de tout le monde politique libanais. Le 26, je crois, le 26 mars, il y a le chef d'état-major du CENTCOM, qui est un commandement qui va depuis l'Égypte jusqu'aux Indes, jusqu'à l'Asie centrale. C'est un commandement très important dans les États-Unis, qui a débarqué au Liban, qui a fait bloquer toute la route internationale qui va de Beyrouth à Damas pour aller au sud de la frontière, dans un endroit qui s'appelle Razé, où ils ont soi-disant creusé un trou en présence de l'ambassadrice des États-Unis parce qu'ils veulent créer là-bas un nouveau foyer comparable à celui de Tanf, où en utilisant les malheureux réfugiés syriens, on armerait des gens pour créer encore un nouveau front contre la Syrie et éventuellement contre le Liban. Donc l'affaire ne s'est pas arrêtée. Même si les Libanais conscients le voient, mais moi personnellement je crois que si un gouvernement est formé aujourd'hui au Liban avec des corrompus, parce que c'est les corrompus qu'on va amener au pouvoir, je ne vois pas très bien comment le pays pourrait s'en sortir. Et quand Macron est arrivé au Liban, il avait amené avec lui une liste de gens qu'il fallait nommer. Et s'il n'y a pas eu d'accord avec le président, parce que le président a dit je ne peux pas souscrire à une liste de n'importe quoi.
il faut que des équilibres soient maintenus. Il faut qu'il y ait une indépendance par rapport aux grands au Fonds monétaire, à la Banque mondiale, alors que nous avons des alternatives, des gens qui nous proposent de nous aider, comme j'ai dit les Chinois tout à l'heure, et qui ne sont ni les Russes ni les Iraniens. Il l'a répété, le président libanais, hier ou avant-hier, que lui, il ne peut pas mettre en place un gouvernement qui ne respecte pas les équilibres. Voilà. Je remercie Habib Tawa d'accepter mon invitation. Je voulais qu'on fasse une intervention sur le Liban. Il fallait trouver un expert et je crois qu'il a bien amorcé la question de la crise libanaise qui nécessite encore probablement d'être approfondie. Merci Habib. Alors, je laisse la conclusion donc à Habib en lui précisant que là, il est bel et bien à l'image et qu'on ne va pas se contenter d'entendre les éclaircissements de toute façon qui est essentiel de son intervention. Merci. Et donc de s'adresser donc à ceux nombreux qui vont regarder ça et qui s'intéressent à ce qui se passe réellement au Liban, en Syrie, dans l'ancien Levant français et qui ne se satisfont pas des âneries diffusées par les services publics de radio et télévision française ainsi que la grosse majorité de l'appareil idéologique d'État. Merci de m'avoir accueillis tous les deux, de m'avoir donné l'occasion de dire ce qui ne se dit plus. Je regrette que certains partenaires, collègues aient voulu prétendre que le Liban a été fini, ce que je n'accepte pas. En revanche, je pense qu'il faut garder l'espoir et puis il faut que les auditeurs sachent que ce qu'on vous raconte, ce n'est pas la vérité. La vérité, c'est que le Liban est un pays agressé et qui se défend même la tête sous l'eau, qui continue à se battre, qui se battra. Et comme dit l'expression, le phénix renaîtra de ses cendres. Oui. Je vous remercie. Merci Habib, merci Soubry. Je précise quand même en conclusion que bien qu'on ne manquera pas à nous taxer de complotisme pour ce genre de commentaires et d'interventions, il n'y a absolument pas besoin d'un complot pour comprendre ce qui se passe au Liban, en Syrie et ailleurs. Ce sont plutôt les détracteurs, les contempteurs du prétendu complotisme qui nous en servent en permanence. Les éclaircissements que tu nous as apportés, je pense, permettront à chacun de juger par lui-même et de comprendre que la vérité n'est pas ailleurs, elle est tout simplement dans les faits qui sont devant nous, pour peu qu'on n'essaye pas de raconter n'importe quoi comme le font nos médias serviles français et autres. Merci à tous les deux. Merci.